les rapports de l'ONU-SIDA, les centres nationaux de référence, etc. Voilà. Alors, il y a très longtemps, exactement, au mois de mai, juin 1998, bon, voilà. Alors, c'est quoi l'infection à VIH? C'est une maladie infectieuse émergente. On dit qu'une maladie est émergente quand elle apparaît dans une région où elle n'existait pas, quand elle prend une ampleur plus importante en termes d'incidence dans une région où elle n'existait pas, elle déborde son aire géographique, ou bien quand elle est due à un agent nouveau qui va, tel que dans une maladie émergente, pandémique, vous savez ce que c'est, qui est due à VIH. Et la différence, la particularité de ce virus, c'est que tous les virus ont un tropisme tissulaire, organique. Le virus de la rougeole qui a un tropisme cutané, la grippe pulmonaire, le système nerveux central, etc. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un tropisme? Ça veut dire qu'il a la clé d'entrée dans le parenchyme d'un organe particulier. Le VIH, lui, il n'a pas de tropisme organique, il a un tropisme cellulaire. Ça veut dire qu'il va infecter toutes les cellules qui ont la cellule pour laquelle il a la clé. L'exemple du Covid, le SARS-CoV-2, c'est également une infection systémique, puisqu'elle ne touche pas un organe, elle touche plusieurs organes qui expriment une clé, une cellule, la cellule. Ok? Très bien. Transmission interhumaine, transmission interhumaine, et le VIH est une IST. Une infection sexuellement transmissible, ça veut dire qu'il y a au moins 2 personnes maniées de l'âme. Quel qu'en soit le sexe. 2 personnes qui sont maniées de l'âme, et qui se transmet, vous le connaissez par le sang, le dérivé, le globule, etc. Vous connaissez tout ça. Vous savez que ça évolue en 3 phases. L'infection, la phase asymptomatique et le stade 6. C'est un problème de santé mondiale qui fait partie des 3 priorités de l'OMS, qu'on appelle les grandes tueuses, la tuberculose, le palud et le VIH. Ce qui a été observé, c'est que depuis les années 90, il y a eu de très grands progrès en termes de thérapeutique et de traitement, de diagnostic et de prophylaxie. Et on s'est rendu compte qu'avec l'efficacité du traitement et des traitements actuels, on peut vivre avec le VIH comme on peut vivre avec le diabète, avec tout le reste. D'où l'OMS, elle s'est dit pourquoi on ne peut pas éliminer cette pathologie d'ici l'objectif 2030. Donc, ça c'est pas eu en décembre, mais l'article lui-même est apparu en mai, les rapports, et c'est les premiers cas. Donc le CDC a rapporté, a été d'abord intrigué par une surconsommation de la pentamidine. La pentamidine, c'est un antipneumocystis qu'on utilise très rarement au départ, et puis ils ont vu qu'il y avait une commande plus importante de pentamidine que chez Ouahara. Comment se fait-il qu'on consomme de la pentamidine comme ça, donc il y a une haja? D'accord? Très bien. Et là, on rapporte les cas de 4 hommes qui ont une infection pneumocystis carinii, qu'on appelle maintenant pneumocystis intramodili, géodésie. Voilà. Il avait une candidose muqueuse et des infections virales multiples. Chez ces patients, infection et des fièvres prolongées d'étiologie indéterminée. Et chez les 4 patients, ils avaient une infection cytomegalovirus et un syndrome de Kaposi. Le syndrome de Kaposi et la maladie de Kaposi est une maladie dermatologique décrite par M. Kaposi, qui est un dermatologue hongrois, et qui ont observé chez les Sémites, chez les Africains, et qui consiste en une prolifération cancéreuse des vaisseaux, c'est l'angiosarcome, et qui était connu depuis très longtemps. C'est la première fois qu'on en voit chez les jeunes. Et en plus,
Avant, c'était uniquement cutané, maintenant, elle est viscérale, c'est-à-dire peut-être caposine cérébrale, pulmonaire, digestive, etc. Donc, j'ai dit que... Et les 4 patients, ils avaient une allergie. À l'époque, il n'y avait pas de CRO, c'était 4, on ne savait pas ce que c'était du virus là, on ne pouvait pas explorer l'immunité cellulaire. La seule façon d'explorer l'immunité cellulaire, c'est soit de faire un test de transformation lymphoblastique, le dosage des lymphocytes, ou bien les intradermes. Et ils avaient des allergies. Et on avait trouvé chez eux, donc la réponse à la phénomaglutinine était négative, ça veut dire qu'il n'y avait pas de réponse immunitaire de type cellulaire. Et ils ont trouvé également qu'il y avait des lymphocytes qui étaient très très bas. Et on ne savait pas ce que c'était, on a appelé gay immunodéficience. Ça veut dire une immunodéficience en rapport avec l'homosexuel. Ok? Très bien. Vous connaissez tout ça? La maladie H, donc le premier c'est les homosexuels. Maintenant on dit homme ayant sexe de homme, HSS, ou le FSS, FSF, woman sexual woman, etc. Homosexuels que l'on trouve chez les héroïnomans, maintenant on les utilise, on disait après les utilisateurs de l'organe travaillage, maintenant on dit consommateurs de drogue intraveineuse, CDI. Depuis qu'ils ont dit héroïnomane, en fait il n'y a plus pas que l'héroïne, la cocaïne, etc. Donc c'est l'utilisation de drogue intraveineuse, on a dit plutôt consommateurs de drogue intraveineuse. Après il y a les Haïtiens. Les Haïtiens, Haïti, Gézira, golfe du Mexique, qui était jusqu'aux années 60 une petite île qui vivait essentiellement de tourisme de pêche, de tourisme, etc. aussi qui avait beaucoup de tourisme sexuel. Et voilà, donc ils vivaient comme ça. Et puis en 1960, ils ont eu leur indépendance. Et quand ils ont eu leur indépendance, M. Shibaba, et le pays est tombé dans la ruine. Et quand vous êtes dans un pays qui ne vous va pas bien, vous avez envie de partir ailleurs. Non? Vous voulez pas partir au Canada? Si. Moi, je vais partir à Madagascar. Alors, quand vous partez là-bas, donc il y a eu une très forte immigration clandestine des Haïtiens aux États-Unis. Et quand vous allez partir quelque part, il y a 2 choses qui comptent. Ce que vous avez dans votre Windows, c'est-à-dire vos capacités, votre CV, qu'est-ce que vous avez comme diplôme, et ce que vous avez dans le compte bancaire. Si vous avez un compte bancaire, la base B, si vous avez des diplômes, etc., vous êtes intégré. Mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous n'allez pas être intégré dans la société, vous allez vivre en marge de la société, la zone. Là, ça fait le genre et le c'est l'exclusion sociale. Et donc, c'est haïtien, les bidonvilles, etc., vous avez des tout. La prostitution, de la drogue, tous les mots, etc. Bien. Alors, quelle était la réponse de faire le Mouchtaba d'Amérique, donc c'est à Los Angeles, vis-à-vis de la description de ces cas? On ne le savait pas, on s'en foutait un peu, parce que ça touchait les homosexuels. L'Amérique est un pays très puritain. On n'aime pas beaucoup l'homosexualité, la drogue, etc. Et donc, on s'en foutait un peu. Les héroïnomanes cadavériques, les Haïtiens, c'est des Noirs, ils nous cassent les pieds, c'est des voleurs. C'est comme les Algériens vis-à-vis des Maliens. On les aime beaucoup, on les adore. Voilà. Donc, la réaction politique et sociétale vis-à-vis de cette maladie n'a pas eu l'impact, l'adhésion qui puisse débloquer des budgets ou des crédits ou pour faire de la recherche pour les choses. On s'en foutait un peu. Jusqu'au jour où on a trouvé des hémophiles. Les hémophiles, ce sont des enfants, des garçons qui ont un trouble de la coagulation et chez lesquels on est obligé de transfuser des facteurs de coagulation, facteurs. Et c'est des enfants qui sont pas homosexuels, qui sont pas hémophiles, qui sont pas haïtiens. Alors là, ça a été un douche froide. Les gens n'en avaient pas, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, ça a commencé un peu à s'inquiéter. Et puis après, on commence à décrire les hétérosexuels, etc. Bien. Si vous regardez les H,
vous devinez que c'est vraisemblablement une maladie qui est en rapport avec le sexe. Oui. Une maladie qui est en rapport avec le sexe, une maladie qui est en rapport vraisemblablement avec les injections. Hein? Il manque la transmission verticale. Ok? Très bien. Alors ce qui se passait, c'est que concernant les hémophiles, aux États-Unis, la politique de la transfusion sanguine est gérée par des banques privées, des laboratoires qui récoltent du sang et qui le vendent aux hôpitaux. Même la France a provisionné des États-Unis. Ok? Et le sang, il est vendu. Vous avez besoin de sang, vous allez acheter du sang. On va vous transfuser. Et le sang, comment on le récolte? C'est pas du bénévolat. En Algérie, le sang est volontaire, il est anonyme, il est gratuit, etc. etc. Et vous allez donner votre sang, on va vous donner $1, on va vous donner un ticket restaurant. Alors, je suis au Européen, il y aura $1 ولا هذا. Ça veut dire qu'il y a déjà في حالة أسفل السافلين. D'accord? Ça veut dire que les prélèvements du sang se faisaient dans des populations qui étaient ce qu'on appelle des populations vulnérables. Ok? Très bien. Et en plus de cela, ils faisaient ce qu'on appelle le pooling. C'est-à-dire qu'on prend tous les dons de sang ayant le même groupe, ils ont groupe, etc., on les met les gens ensemble. C'est-à-dire que s'il suffit qu'il y ait un seul donneur qui soit contaminé, il va contaminer tout le temps. Ok? Très bien. Et ceci a provoqué dans les années 80, début des années 80, ce qu'on appelle le scandale du sang contaminé en France, où les gens ont été contaminés par du sang importé des États-Unis, qui n'a pas été contrôlé ni vis-à-vis du virus C, ni vis-à-vis du VIH, et ils importaient ça, il y a un ministre qui était en prison, etc. C'est ce qu'on appelle le scandale du sang contaminé. Bien, ça c'est pour entrer un peu dans le... Alors, en Algérie, quand les cas de sida sont apparus, il y a des professeurs, واحد ومسلحين قال لك حنا الامراض ما يهمناش حنا المسلمين وحنا عندنا توبه ونبطلوا وريحنا يعني ابيض ما يكون نو بليس اولويات هذوك الكذب زدنا لهم اولويات اخرين لو ديابيت l'hypertension, le cancer, le sida, les accidents de la route, etc. Ok. Bien, alors ça c'était un lymphocyte vu au microscope électronique avec des particules virales. Et il se trouve qu'il y a un petit Altain qui s'appelle Olivier Rosenbaum, qui travaillait avec l'hôpital l'hôpital de pathologie tropicale de Paris, c'était la mecque de l'infectiologie, des maladies tropicales. Et cet interne, il avait lu les articles qui sont parus dans le CDC, et il avait à sa consultation deux patients qui faisaient la ligne Paris-New York et qui avaient à peu près les mêmes symptômes, hein, de la fièvre, un migrisme, des adénopathie. Il a eu l'intelligence de faire un prélèvement de ganglions, il l'a emmené à l'Institut Pasteur chez nous, Montalier, et là on a trouvé un virus. Hein. Et après, parce qu'il y avait quelqu'un aussi aux États-Unis qui s'appelle Robert Gallo, qui travaillait sur les virus oncogènes, en bas, il y a eu un conflit, qui s'est découvert, est-ce que c'est Robert Gallo, etc., etc. Bon, toujours est-il que l'histoire des scientifiques a retenu que c'était Luc Montagnier, enfin l'équipe de Luc Montagnier, voilà. Bon, je passe, c'est pas la peine, par rapport à ma couche. Hein? Machin, etc. Ah oui, ça c'est très important. Donc ça c'est pour juste donner, donc il y a le VIH1. Alors le VIH, donc il y a deux VIH. Le VIH1, c'est celui qui est pandémique à l'échelle mondiale. Hein, et le VIH2, lui qui est cantonné en Afrique et qui n'a pas réussi son émergence pandémique. Le VIH1, il a des groupes. Hein, le groupe majeur Inde, le outlier, hein, et le N et le P. Et le plus important, c'est le groupe majeur, hein, A, B, C, D, E, J, K, avec des CRF, c'est-à-dire des recombinaisons. Quand je suis infecté par le VIH dans 5 jours, on ne va pas trouver le même VIH. Il y a des mutations qui changent, comme le Covid. Hein, il y a des mutations dans le transcriptase. Quand on fait la lecture inverse de l'ARN
pour le transformer en ADN pangolin, fait des erreurs de copie jusqu'à une erreur pour 10 000 copies. Alors quand vous avez des milliards, donc vous avez inévitablement des mutations. Ça, c'est ce qu'on appelle les mécanismes d'intelligence d'échappement à l'immunité des agents pathogènes. Donc le recombinant, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le groupe B, sous-groupe B, et que le recombine, vous allez avoir un recombinant qui n'est pas sage. Alors le sous-type de l'Afrique de l'Ouest, alors le N, il est ce qu'on appelle le VIH camerounais, localisé du Cameroun, et curieusement, on le voit chez des prostituées qui ne font pas d'affection. Et puis le VIH de lui, donc il est beaucoup plus en Afrique de l'Ouest, Sénégal et la Gambie, et il n'a pas réussi son âge. Bon, vous connaissez toutes ces histoires. Ça, c'est donc la distribution grossière des groupes, des recombinaisons. Alors, vous avez le B, le C, le G. West Afrique, vous avez le C, le 2, AG, le A, le G. Puis là, on avait du B essentiellement. Maintenant, on a un peu de tout. Alors, d'où vient le virus? La question qui se pose, comment est sorti le virus? La question qui se pose toujours, qui va le Covid, virus. Alors, ce qui est admis scientifiquement, c'est que ce virus a une origine simienne, c'est-à-dire qu'à l'origine, c'était un virus des singes, des primates, ce qu'on appelle des primates non humains, PNH, primates non humains, tous les singes, etc. Voilà. Si je prends par exemple le HIV1 0102 et le chimpanzé, c'est autant de mots. Le chimpanzé, le HIV1, c'est autant de mots. D'accord? Donc, on parle de génome mutation, ça veut dire que peut-être que vous avez un grand tel qui est le même. C'est ce qu'on appelle l'étude phylogénétique. Le mangabé, le singe du mangabé, le HIV, le singe du mangabé, il est le cousin germain ou frère ou dame de HIV2. D'accord? Donc, il est admis actuellement qu'à l'origine, ce virus est simien, et puis il est passé chez l'homme. La question que je pose, donc la première question, l'origine. La deuxième question, ce qu'on appelle le franchissement de la barrière interespèce, ou bien le bon interespèce. C'est-à-dire qu'en principe, certains agents pathogènes, ils ont une spécification d'espèces à infecter. Il y a le virus des singes, les oiseaux, les agents pathogènes, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'espèce n'est pas réceptive? Cela veut dire qu'un dash va serrer dans une fenêtre. Ok? Très bien. Donc il y a, et quand un virus, un agent pathogène passe d'une espèce à l'autre, on appelle ça le franchissement de la barrière interespèce. Ok? Ou bien le bon interespèce. D'accord? Qui met le Covid, etc. Ce bon interespèce, ce franchissement interespèce, il peut se faire de façon immédiate, brutale. Imaginez l'homme, il va entrer dans la forêt, il y a un singe, il y a il va être infecté. Le premier contact avec l'agent pathogène qui n'est pas d'origine humaine va provoquer une mortalité très importante. Voilà qu'une bête de virus, si l'occasion se présente, chaque fois le virus, il les met il là, bêche, il essaie de s'adapter. Alors, ce franchissement de la barrière interespèce, il y a deux théories. La théorie académique et scientifiquement admise, c'est ce qu'on appelle la théorie du chasseur, c'est-à-dire qu'il y a dans les pays africains, il est habituel de consommer ce qu'on appelle de la viande de brousse, il y a que le singe, etc. Et que vraisemblablement, des chasseurs de singes, ou de machin, soit en mangeant, soit en dépeçant, qui se trouve, etc., avec le sang, etc., ils sont contaminés, puis le virus est passé chez l'homme. C'est ce qu'on appelle la théorie du singe, la théorie du chasseur. C'est la théorie admise. La théorie admise scientifiquement, elle n'est pas prouvée, mais c'est la théorie clean. Ça veut dire qu'on ne peut pas accepter autre chose parce que à côté il y a une autre théorie qu'on appelle la théorie du vaccin. Alors la théorie du vaccin concerne essentiellement la vaccination anti-polio qui a été inventée par Sabin Feldman et on cultivait
le virus de la poliomyélite dans les reins de singes. Et ce sont des singes qui sont importés d'Asie. Et les singes d'Asie ne portent pas le VIH, le virus de l'immunodéficience similaire. Ok. Mais il se trouve que, il semblerait que, ça c'est une hypothèse qui a été mise par un journaliste scientifique qui a repris un peu l'histoire. C'est un très beau documentaire, نجيبو لكم تشوفوه. أنا تحبوا تشوفوه نجوز لكم غدوة. تفرجوا عليه الفيلم، بس ما كانش في الصون. واحد الفيلم من بعد الطفل يحبوها لي زانتيا، من بعد تجي الطفل يمنحها. تعرف واش الطفل تعرف الطفل؟ تعرف الطفل. Donc la théorie du vaccin. Alors ce monsieur il est parti, il a cherché un peu partout et il est parti au Congo. Tout se passe au Congo. Ok. Le Congo, c'était ce qu'on appelle le Congo belge. Le Congo belge. Et dans ce Congo, il avait découvert qu'il y avait un Américain qui était venu et commençait à faire des vaccins polio. Oui. Il commençait à faire du vaccin polio avec des singes capturés localement. Et c'est une des hypothèses que, éventuellement, ce virus qui était chez les singes a été utilisé, les reins des singes, etc., pour fabriquer son virus. On a vacciné des gens et c'est comme ça qu'on a introduit, a dit c'est la théorie du vaccin. Mais cette théorie du vaccin, elle a été rejetée pour deux raisons. La première raison, c'est qu'elle remet en cause la beauté de l'homme blanc, la crèche. Hein? Donc, ça remet en cause la fabrication des vaccins. Donc, elle n'a pas été acceptée scientifiquement. On préfère celle du chasseur, à moi finir que les singes, donc il dit pour etc. Il y a même des pratiques sexuelles avec les animaux, enfin tout ce que vous voulez imaginer comme truc pour faire passer. Ce qui est admis maintenant, c'est qu'elle est d'origine similaire. Ok, très bien. Alors, pourquoi, quand ce virus est passé? Ce que l'on sait, c'est que quand il y avait des hépatites, ce qu'on appelle maintenant l'antigène HBS, avant on l'appelait antigène australien. Quand on était dur, on l'appelait antigène australien. Parce que c'était le marqueur d'une hépatite qui a été découvert chez les aborigènes d'Australie, et on l'appelait antigène australien. En bas d'Arbelé, c'est le virus B avec l'antigène B. À l'époque, on ne connaissait rien, on connaissait l'hépatite de la seringue, qui était due avec l'antigène australien en plus. Et avec les hépatites, transmission orale hépatite A, mais on savait qu'il y a des hépatites non A, non B. On va dire la C, la E, etc., etc. Ok? Très bien. Donc, dans les années 60, ils avaient gardé des sérothèques de patients qui étaient ectériques, mais qui n'étaient pas, qui étaient HPS négatifs, australien négatif, qui n'étaient pas des A. Et quand ils ont repris dans les années 60 ces sérothèques, ils ont compris qu'il y avait des patients qui étaient infectés par le VIH. Ok? Quand on avait la trousse diagnostique. Bien. Et après, on a décrit, parce que le terme sida qui a été donné, c'est une définition clinique, c'est un syndrome. C'est un syndrome. À l'époque, on ne savait pas explorer l'immunité cellulaire. Donc, et on avait trouvé que il y avait des personnes, il y avait un voyageur belge qui revenait du Congo, qui avait, quand vous lisez l'observation Théo, c'est un sida. Il y a en 1951, kif, la même chose. Et puis après, maintenant, quand on avait pris les pièces anatomiques congelées, on a trouvé que ce virus existait déjà. En 1920, existait déjà. Donc l'hypothèse, c'est que ce virus était simien, il est passé chez l'homme vers le début du siècle, hein, 1910, 1920, 1930. Il est passé. Oui, monsieur, pourquoi ça n'a pas explosé? Parce que si la Covid était survenue en 1920, il n'y aurait pas eu tout le monde. Parce qu'en 1920, si vous prenez l'Algérie en 1920, il n'y avait pas de problème, la population n'est pas très importante. Les gens n'habitaient pas en ville. Et puis, donc, il n'y avait pas de possibilité de transmission, d'extension de la maladie. Ok? Très bien. Alors, le lieu, c'est le Congo. Alors, la décolonisation, dans les années 60, il y a eu la décolonisation dans des pays où il y a eu l'indépendance. C'est pas n'importe ça.
Moi, je suis né en Kabylie, à Tassart, et puis ils nous ont bombardés, on est sorti de Tassart en 158. Ah ben, je suis devenu urbain, la soixantaine. Ok. Donc, il y a la décolonisation, et quand on a eu l'indépendance, il y a ok, c'est comme ça provoque des exodes ruraux. Vous prenez l'Algérie par exemple. Algérie, vous avez le premier exode, c'est l'exode de la guerre. Le deuxième exode, c'est l'exode de l'indépendance. Le troisième exode, c'est l'exode universitaire. Les universités, je crois en Kabylie, il y a eu l'exode industriel, on crée des pôles industriels, on ramasse des populations rurales en ville. Et puis le terrorisme, c'est tous les exodes provoquent des déplacements de population. Un. Et deuxièmement, il y a l'urbanisation très très importante. Vous savez qu'en Algérie, en 2050, on sera à 85% de la population urbanisée. Il y a une surpopulation urbaine. Et 17 populations urbaines, donc promiscuité, etc., etc. Et quand vous avez l'exode rural, c'est la même chose. Vous êtes en ville, deux choses. Vous avez un diplôme, vous avez un métier, vous avez de l'argent. Vous n'avez pas ça, il faut arrêter de bouger. La zone, dans les bidons, et vous avez de tout. La prostitution, etc., etc. Alors il se trouve qu'au Congo, ça a commencé au départ en Belge. Les Belges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu créer une ligne de chemin de fer, mais le Congo jusqu'à l'Atlantique. D'accord? Et quand on crée des chantiers on crée ce qu'on appelle des populations mobiles. Des ouvriers, etc. Donc quand il y a imaginé 1000 personnes de travailleurs sur le chemin de fer, ils leur font des belles choix, des belles magasins, des belles la Constitution, etc., etc. C'est comme ça qu'on a créé la ligne de chemin de fer et la ligne de chemin de fer. Tout déplacement de population est une propagation épidémiologique de la maladie. Sur la dernière. Okay. Après, il y a eu des problèmes de la chirurgie, parce que dans les années 70, on faisait beaucoup de chirurgie de remplacement. On commençait à faire de la chirurgie lourde, avec des transfusions. Et puis à l'époque, on transfusait pour n'importe quoi. Et la transfusion, qu'est-ce qu'on contrôlait? La syphilis, l'antigénose stérile, c'est tout. Et la libération de la sexualité, mais là, c'est pas pour les pays africains. Bon, pathologie, je passe, vous connaissez tout ça. Pas de transmission. Donc, vous connaissez tout ça aussi. Nous avons la chance d'avoir un virus qui est fragile. Au diabète, etc. Vous connaissez tout ça. Deuxièmement, le virus est retrouvé, vous le savez, dans le sang des bébés, le séquestration génitale, le savez, etc. La transmission, il y a 3 types de transmission, on en a 4, il y a 3. Transmission sexuelle, la transmission bleue, la transmission de. Vous connaissez tout ça. Ok? Très bien. Ok. La voie sexuelle, alors, c'est la plus fréquente actuellement, elle a toujours été la plus fréquente, puisqu'on a créé des tools diagnostiques. Donc on contrôle le sang, il n'y a plus de transmission de VIH par le sang, sauf là où. Mais ce qui reste, c'est essentiellement la transmission sexuelle. Alors, vous comprenez, à la transmission sexuelle, alors, il y a ce qu'on appelle les EMI, c'est-à-dire des personnes exposées mais non infectées. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, le fait d'avoir des rapports sexuels ne veut pas dire que vous allez être contaminé. Mais attention, quand je dis ça, je parle des médecins, des résidents spécialistes. Parce que quand on fait le cours, quand on parle, il y a un seul rapport, il peut être que. Il ne faut pas leur dire que la transmission sexuelle anale réceptive, c'est 0,53%, anale récessive, 0,0607, vaginale réceptive, c'est-à-dire tombe à la femme, à 0,08, je m'en fous. Vous avez compris? Attention, hein? Pas tomber ici chez la gueule qui est à droite de la je ne suis même pas responsable. Vous avez compris? C'est-à-dire, un peu chapitre là. Donc voilà.
Anal réceptif, ça veut dire 0,5 à 0,3, c'est la plus dangereuse. Anal insertive, 0,6, 0,01. Vaginal réceptif de l'homme à la femme, 0,08 à 0,1. C'est peu. C'est moins grave que l'accident de la circulation. Vous voyez, il faut quand même ça à niveau. D'accord, donc il faut faire attention, ça c'est gardé pour vous, c'est l'estimation du risque. Mais toujours vous transmettre l'idée qu'un rapport peut être contaminant. D'accord. Alors vous comprenez parfaitement que ces rapports, cette transmission sexuelle, elle est en fonction du nombre de partenaires. C'est dans l'objet, je dirais pas. Deuxièmement, quelle est fonction de l'infectivité du partenaire. Plus la charge virale est importante, plus le risque est important, c'est clair, c'est mathématique. S'il y a des saignements, les règles, traumatisme, ulcération, inflammation, irritation, etc., anal et verticuleux. Ça veut dire, la muqueuse, ce qui se passe, c'est que quand vous prenez l'homme, il y a deux situations, il y a l'homme circoncis et l'homme qui n'est pas circoncis. L'homme qui n'est pas circoncis, en niveau muqueuse, il a le gland, le prépuce et le méa et le l'urètre antérieur. Mais, ça veut dire que la muqueuse est importante. Mais chez l'homme circoncis, il y a une épithélialisation du gland, il travers le méa et le l'urètre antérieur. D'accord. Donc déjà en termes de superficie de pénétration du virus, elle est très réduite. Par contre, chez la femme, vous avez toute la muqueuse génitale, jusqu'au col, jusqu'à l'ovaricole. Et c'est tellement important, et le problème qui se pose, c'est que chez l'homme, dès qu'il y a une petite infection de nutrition, elle est visible. Par contre, chez les femmes, il y a des gens qui arrivent. Le col, il y a un cancer qui est là. Mais tiens, on n'a jamais regardé au spéculum, on n'a jamais cherché, c'est pour cette raison qu'il faut faire des dépistages au spéculum. Ou donc la nouvelle mode, l'échographie, et tant que je vous travaille chez le fleur de col. Il y a beaucoup de gens qui ont des services, tout mal les c'est autant de portes d'entrée que. Et vous comprenez aussi que ça dépend de la susceptibilité du partenaire non infecté. Et alors, les trucs, il y a des histoires, si vous voulez, entre Google, il mettait sida, prostituée du Kenya. Vous avez trouvé des prostituées au Kenya qui ont des rapports sexuels. Et qui ne sont pas infectés. Alors vous m'arrêtez quand à la question qui revient, le baiser, etc. Dans la salive, ma tâche. Mais par contre, ce qui est très important, c'est de savoir que la bouche n'est pas la même. Alors, même chez le sujet sain. La preuve, quand vous branchez les dents, de temps en temps, il y a du sang. Donc, est-ce que le baiser, c'est la salive ou est-ce que la salive contaminée avec le sang? Vous avez compris? Donc, il y a toutes ces considérations que même les rapports aux vaginaux, etc. Rien n'est zéro. C'est bon? D'accord. La façon qu'il bon maintenant en principe non. Principe non, vous les connaissez, la fameuse rapport, vous connaissez 3303, rapport à Hadi. Si on compare un ES percutané, c'est-à-dire une unité de 30%, accident percutané, le VH c'est 3%, et 0,3 divisé par 10. Finalement, le VIH c'est le moins contaminant. À l'âge, c'est en termes de charge virale. Regardez le VIH, 100% des personnes sont porteurs du virus, mais la charge virale est de 10,1 à 10,4. Le VHB jusqu'à 19. Voilà que seulement 10% des personnes infectées par le B sont des porteurs de virus. Vous avez compris, Kibach? D'accord. Dans le monde, voilà. Donc, situation mondiale 2016. Maintenant, on est à peu près à 40 millions. C'est 2016. Donc, 81 78 000 personnes sont infectées par ce virus. On est infecté 35 millions, il y a 30 millions de décès. Et actuellement, le pic épidémique est passé dans les années 90.
Maintenant, on est en train de régression et un déplacement de l'épidémie qui était au départ aux États-Unis, on va aller partir en Europe, on va aller descendre en Afrique, on va maintenant aller en Asie centrale et en Asie du Sud-Est. Et nous sommes en phase de régression et maintenant chaque foyer évolue en fonction des capacités sanitaires, de leur culture, de leur tradition, etc. C'est-à-dire l'épidémie est multinodale pour chaque région. Nous, c'est l'Américain, le Désert, le Sénégal, chez qui. Et très important, l'Afrique subsaharienne, près de 70% des patients affectés par le VIH dans le monde sont en Afrique subsaharienne. Non, d'accord. Alors, mais l'épidémie est bien contrôlée par quoi? Parce qu'on a des médicaments qui sont basés sur la thérapie. Moi, je me souviens, j'étais à Paris dans les années 90, il n'y avait que la GT, la DDI, la gécitabine, on va dire les antiprotéases, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Quand ils ont fait des antiprotéases, le ritonavir, l'indimavir, comment il s'appelle la l'efficacité était tellement importante que les mouvements associatifs, essentiellement ACTAP, un mouvement associatif d'homosexuels, etc., a exigé l'utilisation de médicaments qui bloquent les 3 étapes ou les 4 étapes de la validation thérapeutique, des essais cliniques. Quand ils ont obligé les politiciens et les scientifiques de... et à l'époque, le malade prenait 30, 40, 24 à 30 comprimés par jour. Donc, combien prend le VIH? C'est difficile, 2 comprimés par jour. 2 comprimés par jour. Donc, il y a 24 comprimés. 24 comprimés. Donc, non seulement la trithérapie est très importante, en plus elle est accessible. Deuxièmement, elle est en termes d'observance, elle est plus facile à prendre et il y a moins d'effets secondaires à l'époque. Deuxièmement, il y a les mouvements de prévention qui sont mis en place, il y a une adhésion politique, il y a une adhésion internationale, il y a une adhésion sociétale, une acceptation qui ont fait que peut-être la maladie ce n'est plus une maladie aussi dangereuse qu'on le pensait tout à fait au départ. Mais là c'est peut-être différent. Mais c'est quelque chose qui dit. Et un engagement universel, c'est-à-dire que tous les pays se sont engagés dans les résolutions de l'OMS avec ce qu'on appelle les objectifs durable de développement, les OOD, les ODD 2030, pourquoi pas, on peut éliminer le sida d'ici 2030. Donc, 30 millions, etc. Alors, regardez par exemple, il y en a ce qu'on appelle les régions sanitaires mondiales. Les régions sanitaires, les régions, le monde est divisé en régions sanitaires. L'Afrique subsaharienne, il y a en Afrique subsaharienne une baisse de 40%. Au Moyen-Orient, on a 50% d'augmentation. Les Caraïbes, moins de 50%. L'Amérique latine, nouvelle infection VIH, moins de 11%. L'Asie du Sud-Est, finalement, ça monte ici, au Moyen-Orient, dans la culture musulmane, les berbères, la société est lisse. Même là, les berbères le font là. Que tant les berbères qui sont là, attention. Rien ne sort. Là, c'est très important. D'accord? Donc, l'épidémie s'est déplacée des Amériques vers l'Europe, de l'Europe vers l'Afrique, et maintenant elle est en train de remonter au MENA, et en Europe orientale et Asie centrale, et au niveau de l'Asie de l'Ouest. C'est bon? Bien. Alors, origine. Donc, premier cas, alors, premier cas 85, CHU Mustafa, un émigré qui faisait une leishmaniose cutanée disséminée, c'était un toxicomane. Le deuxième cas, c'est l'étudiant en médecine de Sétif, à l'histoire, un étudiant qui a été opéré en France. Il a été opéré en mai
85 et la loi portant obligation du dépistage du sang a été votée en juillet 85. C'est-à-dire que si son intervention était reportée après juillet, il n'aurait pas été contaminé. Alors, donc, on va attendre le soir, etc. Alors, regardez donc ici le nombre de cas. 85 de cas, battre la tête jusqu'au 2000, à peu près 82 cas. Et puis après, on voit, par exemple, l'ascension. Cette ascension, elle est due à deux facteurs. Premièrement, c'est l'augmentation des centres de dépistage, hein, et deuxièmement, la découverte de nombre de cas aussi. Très important. La même chose, là. Alors, 98, maintenant on est à 16 000. Hein. On est à 16 000 cas. Hein. Estimation, on a comme les chiffres, 81% de VIH1 et VIH2, une dizaine de cas, et des infections mixtes. Alors, ça c'est 2017. Bon, alors en 2017, adultes et enfants, l'homicide après l'Algérie, adultes et enfants de moins de 15 ans, de plus de 15 ans, 13 000 cas, entre 12 000 c'est des fourchettes. 13 000 et 15 000 cas. Adultes 49 ans de prévalence, à peu près la prévalence est inférieure à 0,1% dans la population générale. Bien. C'est une IST. Alors la circulation des IST, vous avez la population générale concernant le VIH, où la prévalence est estimée à 0,1%. Okay. Donc c'est une circulation faible. Très bien. À côté de cette population, vous avez ce qu'on appelle les populations clés. Voilà ce nom des populations clés. Vu qu'on disait les populations vulnérables, maintenant on les appelle populations clés par l'OMS parce qu'il y a une ftah dans la prévention. D'accord? Si on fait faire des actions, c'est là qu'il faut faire des actions. C'est dépend du niveau de la population. Ok? Ces populations clés sont constituées par des personnes vulnérables. Et qui sont, disons, des réservoirs quelque part. Professionnels du sexe, la drogue, les personnes en précarité, les migrants, les SDF, les enfants de rue, les détenus, toutes ces personnes, hein, c'est ce qu'on appelle, c'est une épidémie concentrée. Alors dans cette catégorie, il y a une très forte circulation jusqu'à 10%. C'est-à-dire 10% par rapport à 0, ça fait comme 100 fois. 100 fois. 100 fois. 100 fois. C'est-à-dire qu'en Algérie, l'épidémie est une épidémie à progression lente, concentrée dans des populations vulnérables. Je crois qu'on est à l'idée. D'accord? Circulation lente, mais concentrée dans des populations clés, constituées, etc. Alors, maintenant, il y a des personnes, ils ont choisi de acheter une pizza, acheter de la crème, jeter un maman, etc. On va dire alors, il y a des personnes, je pense que ce sont les routiers. Alors, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont يجيبوا رحمة الله يسلكوا ربع بلاي ثم يكتسوا بلاي ثم ديجا قلت لهم ثم vous avez compris. Voilà, les routiers, les travailleurs des chantiers, chaque fois que vous créez un pôle d'attraction économique, vous créez en même temps, mais واش يحتاجوا الناس هذوك؟ يحتاجوا يشربوا، يحتاجوا ياكلوا، يبدا شويه يبدا l'internet, etc. Donc, créer toutes ces activités. Les chantiers déplacés. Alors, les personnes déplacées, les migrants par exemple, la guerre, la famine, les Maliens, toutes ces personnes qui se déplacent pour des raisons de Syriens, etc. Tous les migrants, c'est une pathologie. Hein, ce sont des situations précaires. Les chômeurs, les multipartenaires, les gens qui ont. Alors, ces personnes vont aller ici et vont ramener dans la population générale. Et vous allez ici. Mais le gros, donc, en Algérie, du moins, c'est une épidémie très lente, mais à progression, mais concentrée. C'est clair? Ok, je 1 à 10%, on a 0,1%. C'est à multiplier par 100. C'est bon, c'est clair? Très bien. Alors, les comportements à risque, les multipartenaires, ce sont les propagateurs et les porteurs à risque, il y a à droite et à gauche, etc.
et les PHC, etc., ce sont les accélérateurs de l'épidémie. Comment les réservoirs? Alors, la courbe, c'est, pour vous dire, ça c'est en 2013, je vais vous montrer la même chose, en 2019-2017, c'est toujours la même tranche d'âge, à partir de 15 ans. Deuxième chose qui apparaît en Algérie, c'est la féminisation. Tout à fait au départ, les patients étaient beaucoup masculins. Hein. Alors, une chose très importante que vous devez comprendre, dans les pathologies, on parle de la distribution selon le sexe, masculin, féminin. Dans le VIH, on parle selon le genre. Non, non, non. Le sexe est une distinction anatomique. D'accord? En rapport avec les organes, différenciation sexuelle entre le mâle et la femelle. Le genre, en plus de la différenciation sexuelle, vous avez la différenciation sociétale et culturelle. Je ne sais pas comment tenir le jeu. المرأة هي مرأة والراجل راجل، وانك المرأة في المحيط الاجتماعي في التعامل تاعها في لاكسبتاسيون تاعها في المعاملة تاعها تختلف على الراجل. فهمتوا كيفاش؟ هذا هو الجور. Tous les comportements, tout ce qui entoure ce sexe différent dans la vie de tous les jours. هذا هو le genre. فهمتوا كيفاش؟ Parce qu'ici nous avons affaire à une pathologie liée au comportement. Donc on doit étudier tous les comportements. Ce n'est pas uniquement en rapport avec le sexe masculin et féminin, mais en termes de comportement. Par exemple, c'est très simple. L'Algérie se permet tout ce qu'il veut. Mais il faut tout le monde. C'est un comportement de genre. Mais lui, il est dehors, il regarde toutes les filles, il regarde toutes les filles. Ok, donc il y a la féminisation. On le voit de plus en plus de femmes. Avant, on ne voyait que des hommes. Maintenant, c'est fini. En 2016-2015, un 14, un 38, un an, oui, le mode masculin féminin. Ça fait 41% des hommes. Alors ça c'est là, on va voir tout à l'heure après avec le truc, ça c'est ancien aussi, mais c'est pour vous dire que ça n'a pas changé non plus. C'est essentiellement des rapports hétérosexuels, hein. Les rapports homo et bisexuels, on n'en parle pas. L'homosexualité. Vous savez, il y a un grand philosophe qui dit, dans les sociétés où les sexes sont séparés, l'homosexualité est une fatalité à laquelle on ne peut pas échapper. C'est la visibilité de la chose qui n'est pas. Bien. Les injections de danger, jamais. Voilà, le drogue là, voilà. On va تلقوا باللي شكون باقي نطر كوكايين دخلوا. راح نديهم بيعوهم واش غنشربوه. راح نديروا النساء معاهم. عاد بخروا بهم هذاك. Et le corps, ben j'ai moi, je suis des petites rapides corps. Vous voyez, non, on n'a pas de drogue, non, il n'y a pas de... Alors souvent quand je pose la question, je me demande, quel est le plus agréable pour consommer le plus d'alcool? Je suis les gars. Alors quand vous dites ça, il faut le Kabylie. Parce que vous allez à Bjaïa, le bar, allez le bar, c'est votre chose. Ça se voit pas. Vous pensez qu'il n'y a pas de constitué? Vous pensez qu'il n'y a pas d'alcool là-bas? Vous savez, moi quand j'étais résident, on faisait la consultation vénérienne. Les femmes étaient dans ce qu'on appelle les maisons closes. Les bordels, on s'appelle les bordels. Et on allait faire la visite de ces femmes. À l'époque, comme on dit, on prenait la recherche de comment on croit que c'était on a les antibiotiques. C'est tout, le docteur faisait le spéculum, mon Dieu. Mais les femmes, elles étaient là, elles sont contrôlées, etc. Maintenant, on ferme les boîtes de nuit, les boîtes. En même temps, c'est pas mal. On sait plus qui est qui. La même chose, vous fermez les bars, et tout le monde boit dehors, vous savez. Donc, partout dans le monde maintenant, c'est essentiellement la sexualité et particulièrement l'hétérosexualité.
Ça, c'est la partition Khalil Hadou en Algérie. Alors, qu'est-ce qui a été fait? Quand le VIH est apparu donc, et c'était très bien, la première chose qui a été faite, c'est la création d'un comité national de lutte contre les sida. Après, la deuxième chose qu'on a faite, c'est le contrôle de la transfusion sanguine. Très important. On a doté tous les centres de transfusion sanguine de chaînes ELISA pour dépister les patients, pour le contrôle du sang. Troisièmement, les centres de traitement. Avant, il y avait les grands hôpitaux, il y avait Constantine, Aminaba, Oran, etc. jusqu'à maintenant où le dernier c'est Batma, le dernier centre. Troisième chose aussi, c'est la création de centres de dépistage. Pour le, voilà. Ok. Khalina. Ok, maintenant je vais vous passer à autre chose, d'autres informations. Ça va jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? Tout ça, vous connaissez. Alors, voyez. Je vais vous donner le rapport au sida, qui a été fait par le SDAM, résultat au sida en Algérie. Alors, خلينا طبعا مصر الجمهورية mondial. Ok. Alors, donc, 2016, donc 36 millions, donc on est à 40 millions. 78 millions sont affectés par le VIH, 39 millions de décès sont liés au VIH. Distribution, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, donc vous voyez Moyen-Enfant, Moyen-Afrique, 230 000 du Nord. Dans la région MENA, la région MENA c'est la région est nord-africaine, 230 000 en 2016. 4 pays, 73% de l'épidémie. 37% sont des filles, des femmes, et 14% des enfants, des femmes qui veulent le VIH. Voici la courbe, regardez dans le MENA, de 1990 à 2010, il y a une très lente progression du nombre de personnes, très faible, hein, mais ça monte. Ça monte toujours. Alors regardez où se produisent les nouvelles infections. Après, j'ai pas de mes lunettes. Algérie. Maroc. 22. Où est Tunis 2900. 29. 2900. Ok. Donc ici c'est tous les âges confondus. Hein. Ça c'est des nouvelles infections. Donc, tout à l'heure. La prévalence chez les 15-49 ans. 15-49 ans. Voilà, ça augmente toujours. Et l'Algérie, troisième position. Nous sommes classés troisième. C'est bon les filles. تعطيكم لي جمال تعطيكم شكون خرج؟ الامارات وين تونس وين؟ ورضا يقول لك احنا خاطينا بارابول تونسية تفسقات والمغاربة فسقات. Alors prévalence chez les men, sex with men. Djibouti toujours, Tunisie, l'Égypte, le Yémen, le Maroc, et là le Bangladesh. En fait, c'est des populations qui étaient très difficiles de pénétrer pour les tests, etc. Prévalence du VIH parmi les consommateurs d'organes injectables. L'Iran, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. C'est bon. Regardez comme document. Prenez 16 à 21 personnes, différence avec VIH pour les réactions médicaments. Ok.
Alors, personnes séropositives de la thérapie antirétrovirale en 2030, donc en 2001 il y avait 1 million, en 2015 il y avait 15 millions, et toutes les personnes atteintes du VIH en 2030. C'est-à-dire arrivé en 2030, c'est toutes les personnes, nouvelle infection de VIH en 2000 à 3 millions, 2002 14 millions, réduire le nombre de transmissions par le VIH à 0,2. 90, 90, 90, franchement. Donc il faudrait que dépister 90%, les trois objectifs 90, arriver à 2030 à dépister 90% de la population qu'on a une belle habitude. Cela veut dire quoi? Comment on va le faire? Dépistage. Alors comment on va le faire? Qu'est-ce que vous proposez? Dépistage. وبرمي لي تريتي هادو يزاكسي اتريتمون يفو كي يجي يشاد ديال نيجاتيف داكور تري بيان الوغ نبداو ب 90 شنو كيف راح نوصلوا ليه واش لازم نديرو c'est la facilitation du diagnostic facilité du diagnostic l'OMS قالت لك بكري tout à fait au début on disait que pour chercher le VIH est-ce qu'il a un comportement rare est-ce qu'il a etc je m'en dois vécu est-ce qu'il a nanana il joue au papillon etc donc non قال لك vous dépistez toute personne faite de la sérologie VIH qui va vous faire la glycémie il faut la faire alors ça dit la facilitation au chinois donc il faut la faire pour tout pour n'importe quelle occasion il faut faire la sérologie VIH. Deuxièmement, qui m'a coûté créer des occasions obligatoires. Par exemple, même les jours le couple et on dit on va faire ça, etc. Par exemple, le bilan préconceptionnel. Gassina, l'extra-brabi, je vais prévoir une grossesse. Je vais m'arranger pour avoir le jardin. D'accord? Donc, il y a quelqu'un, il faudrait qu'elle soit. On va vérifier les sérologies par rapport au bilan prénuptial. Si elles n'ont pas été faites, il faut le faire. L'attention passage, le bilan, le déminage, le consulté, etc. D'accord? Donc, créer des occasions. Moi, je suis pour obligatoire. Le conseil, c'est uniquement le groupage sanguin, pas de maladie de dépression, double néglige. Non, mais je suis pas obligatoire. Deuxièmement, je suis donc pendant la grossesse, je dois externaliser les dépistages, parce qu'en fait, des centres de dépistage. Vous voyez, pas de bâtonnier qui disent. Et le franchement, c'est un bijou chez nous. Vous le connaissez que il n'a que lui, il est à la salle intérieure. Il paye, tu fasses un paye. وهذاك أفضل من هكذا هو المحجوب. لا كله وش vous avez compris? Donc le fait d'externaliser le dépistage. Ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a créé les tests rapides. C'est pour ça qu'on a créé les self-tests. Les tests salivaires, par exemple. Les populations de clés, on ne peut pas les pénétrer. On essaie de relever au terrain. Je connais trop la maladie. Il faut ce qu'on appelle des pairs. P-A-I-R-S. لازم واحد منهم يكون مريض ونخدموه يولي يخدم معانا ولا وحده هي اللي سيتي كيفا تخافايي تما ودير لهم لي كلاس ودير لهم ايتترا فهمتوا كيفاش سكون ابل ترافايي افيك دي بير هما اللي on va les sensibiliser, il faut faire une anti-sida envers personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut. باش à peu près 60%. Envers, allez. 60. C'est-à-dire à peu près شوفوا هنا par exemple en Europe, en Amérique du Nord, قداش هنا presque plus de 75% des personnes qui sont dépistées, qui sont actuellement au traitement avec une charge virale détectable. L'objectif, ça veut dire qu'on n'arrivera pas. On est trop par rapport à 2020. On a déjà 2021, mais c'est non, mais c'est pas nouvelles infections. À l'échelle mondiale, principaux défis, alors, les populations clés sont importantes dans tous les cas contexte épidémique. Alors, population clé au Chioma, le rose au Chioma, c'est client de sex worker,
les clients des sex workers under a sexual partner and care and of care population. C'est le plus important. Global, ça c'est le global. Alors, donc, il dit que subsaharien africain, dans tout le monde. C'est à peu près la même chose. Hein. C'est surtout des épidémies concentrées au niveau des sexes. C'est bon. Alors, les populations injectant d'organes intraveineux, 18%. Men who have sex with men, 18%. Sex worker, travailleurs du sexe, 9%. Intimate partner of gay population, incluant le plan national stratégique de lutte contre l'IST-VIH qui donne je vais vous montrer quelques idées que j'ai retenues sur les bac. Alors, le contexte international. Bon. Alors, la communauté internationale s'est engagée à mettre fin à l'épidémie du sida en tant que menace publique d'ici 2030. Cette volonté de mettre fin à la chaîne de transmission du VIH est réaffirmée à travers les objectifs de développement durable ODD 2016-2030 à l'avenir. Alors, on va mettre cette année, ces objectifs. En 2018, on est progrès vers les objectifs de 2030 a atteint moins que 37% de personnes dans le monde avec le VIH. Parmi